bonjour à toutes et tous. Je suis Florence Presson, je suis dans le comité exécutif, voilà, je ne connais jamais le nom, de la Fondation AFNIC. Je vais vous dire quelques mots sur la Fondation. En avril 2015, la Fondation a été créée grâce à l'opérateur AFNIC. À chaque fois que vous achetez un .fr, finalement, vous donnez un petit peu d'argent tous les mois, tous les ans à l'AFNIC. Et l'intérêt, là, c'est qu'il y a 90% des bénéfices de la gestion de ce .fr qui sont reversés à cette fondation. Donc cette fondation, voilà, elle est organisée comme ça. Ce qui est surtout très intéressant, c'est que l'objectif de la fondation, c'est de pouvoir faire bénéficier de ces fameux 90% de bénéfices pour encourager un certain nombre de projets contre la rupture du numérique, la fracture du numérique. En fracture du numérique, souvent on pense qu'il s'agit d'un problème pour faire l'acquisition de matériel. Pas du tout. La plus grosse fracture, c'est finalement la fracture de l'usage, de l'accessibilité, de savoir comment faire effectivement pour pouvoir faire des déclarations, pour pouvoir faire de la formation, pour pouvoir vivre un petit peu le quotidien. Et que l'on soit en ville ou dans le milieu rural, le besoin existe. C'est aussi l'occasion, et ça c'est assez intéressant, de pouvoir tabler sur d'autres environnement. On peut très bien effectivement voir comment intéresser sur des sports comme la danse par exemple ou la culture des jeunes, parce que le numérique est présent. Donc c'est effectivement public, domaine, génération. Oui, génération, parce qu'effectivement, il y a très souvent des ateliers qui sont conçus pour pouvoir partager de la connaissance, de la compétence, avec un apport de l'ancien vers le jeune, et puis du jeune vers l'ancien jeune. Voilà. Je n'ai pas lu ce qui était écrit, je pense que vous l'aviez lu. Je pense que j'ai rien oublié. Je vais laisser la parole à Isabelle. Donc vous l'avez compris, la Fondation AFNIC donne de l'argent à des projets. Donc vous voyez, depuis 3 ans, on a distribué 2,7 millions d'euros, puisque l'AFNIC nous donne chaque année entre 1,2, 1,3, 1,4, ça dépend du nombre de .fr qu'elle vend. Donc le message que je passe ici, c'est que tous ceux qui n'ont pas de .fr, précipitez-vous, parce que quand vous prenez un .fr, vous êtes solidaire, c'est facile à retenir. En 3 ans, c'est 875 projets qu'on a reçus, et à l'heure actuelle, on a 117 lauréats, et donc vous en avez un ce soir parmi nous qui se cache ici et qui vous parlera en fait de son projet. Tu peux taper. Et alors donc, pourquoi on est là? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, alors notre appel à projet, il est numérique avant tout, et en fait, c'est le moteur commun, mais on touche tous les sujets. Alors c'est la culture, c'est la danse, le sport, l'insertion professionnelle, la santé, le handicap, enfin, etc. Et on s'est aperçu en fait qu'on avait très très peu de projets qui concernaient l'habitat, le logement. Et on s'est dit quand même c'est bizarre parce que le numérique, on le voit partout, pourquoi on ne le verrait pas ici et pourquoi il n'y a pas de projet? Et surtout, pourquoi il n'y a pas de projet qui aiderait en fait les personnes fragiles et vulnérables à avoir un logement décent? Pourquoi pas grâce au numérique? Et donc je me suis livré à un petit calcul, vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est-à-dire que sur les 2,7 millions, on en a donné simplement 147 000 euros pour des projets liés à l'habitat. Voilà, il y a eu 30 projets de soumis en 3 ans sur les 875 de tout à l'heure, et on a 6 projets lauréats à l'heure actuelle qui travaillent sur ce thème-là. Donc voilà pourquoi on est là ce soir, en fait, c'est pour se dire qu'on va parler habitat numérique. On se dit que peut-être dans la salle, il y a des gens qui ont des projets ou qui connaissent des gens qui ont des projets. Donc l'appel à projet, là, il est en cours, c'est le 4e. Il faut déposer ces dossiers avant le 18 avril. Vous allez sur notre site fondation-afnic. Voilà, faites passer le message. Peut-être que vous êtes concernés, mais il y a peut-être des gens autour de vous qui auraient envie d'être financés, pourquoi pas, sur un projet de ce thème-là. Ou d'autres thèmes. Enfin bon, ce soir, on est là sur du logement. Voilà. Je vous souhaite bonne soirée, en tout cas. Ouais, je peux prendre 2 micros, voilà, là, je vais le faire passer ici. Merci, merci Isabelle. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver si nombreux. Moi, je m'appelle Samuel Roumeau, je me présente en 2 mots et promis, je parle plus de mots après. Mais pour que vous compreniez rapidement d'où je parle, en fait, je suis un des leaders du collectif WeShare.
sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais en 2 mots, l'idée du collectif, c'est de défricher ce qui se passe dans les marges de notre société, parce que nous, on est convaincus que c'est en particulier ce qui se passe dans les marges qui est réellement innovant et qui va nous permettre d'aller plus loin. Et 2, de connecter des mondes qui sont à la fois très institutionnels, comme des grands groupes, des collectivités locales, des institutions étatiques, avec des écosystèmes qui sont beaucoup plus alternatifs, des artistes, des hackers, des militants politiques. Parce qu'on a la conviction que c'est dans la friction entre les deux que peuvent naître des choses assez intéressantes. Donc on essaie à la fois de défricher ce qui se passe dans les marges et ensuite de connecter ça avec un système beaucoup plus institutionnel. Et on s'intéresse en particulier au sujet de la ville. On a 2 grands sujets en fait, de prédilection que sont les évolutions du travail et les évolutions des villes et des territoires. Donc, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce sujet. Donc je crois que le titre exact c'était Ville, quand le smart devient social, se fait social. Et en fait, à la lecture de ce sujet, je me suis dit on peut très facilement tomber dans 2 écueils avec 2 notions qui sont aujourd'hui assez galvaudées. D'une part, la smart city et de l'autre, le vivre ensemble. Et les 2 écueils, c'est finalement de tomber dans une approche, la smart city, qui dérive assez facilement vers du solutionnisme technologique où on nous explique que telle application ou tel outil va résoudre à peu près tous les problèmes dans le monde, en particulier dans la ville. Et de l'autre, des partisans du vivre ensemble qui nous expliquent qu'il suffirait de faire des repas de voisins pour qu'on remette du lien social dans nos villes. Et je pense, et on a un super plateau pour ça aujourd'hui, qu'on peut avoir l'exigence d'aller sur quelque chose d'un peu plus pointu, d'un peu plus précis, en se demandant comment finalement le numérique, c'est ce que disait Isabelle en introduction, le numérique vient aider, vient nourrir la façon qu'on a d'habiter nos villes. C'est vrai que la notion d'habiter est un peu le parent pauvre quand on parle des sujets de ville. Comment est-ce que ça nous permet d'habiter nos villes, que ce soit à l'échelle d'un bâtiment, que ce soit à l'échelle d'une rue ou que ce soit à l'échelle d'un quartier? Et donc sans plus tarder, je vous présente nos 4 intervenants et je suis ravi qu'il y ait 3 femmes et un seul homme. C'est suffisamment rare pour le signaler dans les conférences. Donc juste à ma droite, nous avons Bérangère Martinel, qui représente ce soir Les Petites Pierres, et qui est une plateforme de financement participatif sur les projets d'habitat. À sa droite, nous avons Manon Lega, qui est doctorante sur les sujets de Smart City, en chiffres chez la société de conseil qui s'appelle Metapolis. Encore à sa droite, Johan Pivron, qui est directeur des grands projets chez Bouygues Immobilier. Et enfin, Siam Lo, qui est fondatrice au fil des voisins, donc une plateforme d'habitat participatif. Et donc, puisque Johan, tu es le seul homme ce soir, je vais me permettre de commencer par toi, et aussi parce que normalement tu représentes à mes yeux le grand méchant, à savoir l'acteur privé. Et j'aimerais justement sur ce sujet te poser cette question sur finalement le jeu d'acteur. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre d'un acteur privé dès lors qu'on parle d'habitat et d'habitat solidaire? Comment est-ce que finalement cet acteur privé, et parlons directement de Bouygues Immo, arrive à aller quelque part un peu au-delà de son cœur de métier pour contribuer au territoire, pour contribuer au bien-être des habitants? Donc, comment est-ce que toi, en tant que directeur des grands projets, comment est-ce que tu positionnes Bouygues Immo là-dessus? Et c'est peut-être de nous parler d'un projet concret. Donc, on avait échangé un peu autour du projet Bellevue à Nantes. Peut-être que ça peut être un bon moyen d'illustrer cette première question. Alors oui, en effet, merci. Je suis le représentant de l'entreprise du CAC 40 aujourd'hui. Et je pense qu'il faut commencer par ne pas se mentir. Aujourd'hui, nous, notre principale vocation, préoccupation, c'est d'essayer de sortir des projets immobiliers rentables. Rentables dans le sens équilibré économiquement. Et dès lors qu'on le fait, et on a la chance de pouvoir le faire, il faut qu'on se pose après des questions de sens. Je dis bien le après, parce que si c'est un jour c'est plus rentable, il faut faire attention à ce que le sens ne disparaisse pas. Et par contre, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que dans nos projets, et de plus en plus souvent, je ne vais pas dire que c'est 100% de nos projets, on se pose des questions sur notre métier, sur la trace qu'on va laisser dans la ville demain, en tant qu'opérateur urbain, en tant que constructeur de la ville. On ne doit pas le faire tout seul.
On est dans un monde aujourd'hui qui est extrêmement connecté au sens relationnel du terme, pas en sens que numérique. J'y reviendrai peut-être. Hein, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui l'opposition numérique et sociétale. Et nous, en fait, notre vocation première et vraiment ce qu'on essaie de faire aujourd'hui de plus en plus souvent, c'est essayer de réfléchir à la trace qu'on va laisser plus tard et donc essayer de construire la ville avec ses habitants, les habitants qui sont déjà sur le territoire et les habitants qui vont arriver après dans nos projets. Quand on vient implanter un projet immobilier dans un quartier déjà constitué, il faut qu'on se pose la question de l'équipement qu'on va donner finalement aux riverains, avant de se poser même la question des habitants qui sont souvent en plus pas encore là parce qu'on a du mal à faire de l'habitat participatif. Donc on construit finalement pour des gens qui ne sont pas encore là, mais par contre, il faut qu'on s'interroge un petit peu sur tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc, pour répondre très simplement à la question, nos problématiques aujourd'hui, ce n'est pas de s'adresser uniquement aux clients qui sont les 10% les plus riches, qui sont capables de nous acheter des logements, parce qu'on va laisser une trace. Alors là, je caricature, hein, mais il ne faut pas l'oublier, c'est un peu ça aussi. Et on s'interroge de plus en plus à pouvoir investir des quartiers où nos concurrents ne vont pas, où on a vraiment un rôle à jouer. Et aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus à intervenir dans les quartiers sociaux. Donc on le fait à Sartrouville. Et sur Bellevue, aujourd'hui, on a une démarche qui est quand même très très amont parce que là, on est avec un consortium d'acteurs, dont Veolia, dont Enedis, donc des acteurs privés. Et après, des associations, des ESS, des acteurs du territoire, la collectivité, les bailleurs sociaux. Donc tout ça réuni à essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on peut construire ensemble dans ce quartier social où il y a une énorme richesse, sur chacun un peu sa spécificité et sa spécialité pour construire la ville de demain. On parlait du numérique, donc ça c'est là quand on arrive dans ces quartiers-là, dans ces quartiers sociaux. C'est vrai dans ces quartiers-là, mais c'est vrai partout. Contrairement à ce qu'on peut penser, faut pas stigmatiser ces quartiers-là sur ces sujets-là. On a un public qui va rejeter le numérique, pas forcément parce qu'ils n'en veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas forcément accès, parce que ça coûte de l'argent, parce que c'est de l'éducation. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès aux droits sociaux parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, on leur dit c'est dans l'outil numérique qu'on va le trouver. Donc là, quand on parle d'inclusion numérique, c'est vraiment un thème très important. Et finalement, pour arriver à générer cette inclusion numérique, c'est l'humain qui va le permettre. Finalement, c'est l'accompagnement humain dans ces quartiers qui va le permettre. Moi, sur ce quartier-là, je porte un projet immobilier un peu particulier qui mêle de l'habitat participatif avec une remise en cause du concept de la propriété à travers un système qui s'appelle les organismes fonciers solidaires, donc c'est juridiquement un petit peu compliqué. En gros, aujourd'hui, c'est d'essayer d'offrir du logement à des personnes dans un quartier qui vont acheter leur logement, mais sans acquérir la partie du foncier, du terrain de ce logement. Et ça permet finalement de baisser considérablement les coûts, d'une part, et d'autre part, d'éviter la spéculation foncière, parce qu'en fait, la spéculation foncière, c'est uniquement lié à l'emplacement du logement, là où il est construit. Si à un moment on met de côté cet emplacement, on dit aujourd'hui l'emplacement n'a plus de valeur, c'est quelqu'un, c'est une foncière. La foncière, ça peut être la ville d'ailleurs, ça peut être la collectivité, parce que c'est à peu près le seul acteur dont on est à peu près convaincu qu'il sera toujours présent. Dans ce cas-là, on arrive finalement à offrir du logement pas très cher. Et on le fait à travers un système d'habitat participatif. On essaie en tout cas de le faire, parce qu'on est un petit peu au début du sujet. La métropole nous met quelques bâtons dans les roues sur ces sujets-là. Donc Bellevue, c'est un quartier social de Nantes, hein, j'ai peut-être pas dit. Cet habitat participatif, c'est pas nous qui allons le faire, parce que c'est vraiment un énorme travail. Et on s'est lié en fait à un collectif qui est en train de se constituer, qui s'appelle le BATLab. Et ce collectif, avec des architectes, des entreprises sociales solidaires, des associations, des artisans, c'est un lieu finalement où ils vont pouvoir aller se renseigner, où ils vont trouver des matériaux, puisqu'en fait l'idée c'est d'essayer de réunir aussi une banque de matériaux. Ils vont aller trouver des partenaires professionnels pour les aider à concevoir et à construire leurs projets. Alors évidemment, là on est en train de parler de 8 logements, donc c'est la marge, on va dire, c'est à la marge. Mais l'idée c'est que si ça se développe, après on pourra en faire beaucoup plus. Et nous, clairement, notre vocation, c'est quand on construit des gros projets, c'est à chaque fois de laisser un peu la place
à des initiatives à la marge, justement, de prendre place dans ces projets-là. Et la conviction que moi je porte, c'est qu'il n'y a pas un modèle demain, il y a une myriade de petits modèles comme ça qui vont voir le jour, parce que tout le monde ne va pas aller forcément vers de l'immobilier participatif, du partage, de vivre tous ensemble. Il faut essayer d'inventer les différents modèles d'habiter de demain. Et c'est un petit peu notre rôle à nous de faire la place à tout ça et que ça prenne de plus en plus de place. Et tu as mentionné du coup à plusieurs reprises la notion d'habitat participatif, donc je suis obligé de me tourner vers Sia, mais la transition est toute faite. J'ai quand même l'impression qu'on a un peu une sorte de figure mystique qui a émergé ces dernières années, qui est l'habitant. L'habitant qu'on nous sert à toutes les sauces, qu'on ne sait d'ailleurs pas trop définir, qu'on présente comme une catégorie plus ou moins homogène, alors que j'imagine que c'est loin d'être le cas. Et ma question est à la fois simple, mais peut-être pas si facile à répondre. C'est finalement, est-ce que c'est une bonne chose de laisser les habitants décider de la façon dont ils ont envie d'habiter? Alors, je vais forcément te dire oui, que c'est une bonne chose. Sinon, ça va être compliqué. Non, c'est une bonne chose de faire qu'on construise des logements pour des gens. Enfin, ça paraît un peu une palissade de le dire comme ça, mais clairement, aujourd'hui, on construit des logements pour monsieur et madame, pour tout le monde, pour le français moyen. Et les gens derrière ne se connaissent pas entre eux et en fait arrivent dans un logement. Enfin, je ne sais pas si vous êtes vous-même propriétaire, mais aujourd'hui c'est un quart du budget d'un foyer, le logement. C'est un projet de vie. Quand vous mettez quelques centaines de milliers d'euros et que vous prenez un crédit immobilier pour habiter, pour acheter votre bien immobilier, c'est quand même ça a un impact important sur la vie. Donc moi ça me semble du bon sens en fait de construire des logements pour des personnes qui vont y habiter. Alors effectivement, tu le disais, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément toujours les habitants au départ. Nous, le concept de l'habitat participatif, c'est de dire, alors c'est une position qui est un peu radicale, j'en sais rien, mais en tout cas de dire qu'il n'y a pas d'habitat participatif si on n'a pas d'habitants. Sinon, ça n'a pas de sens. De construire des logements avec des espaces partagés, c'est bien, mais si on n'a pas les habitants qui sont là pour définir leur logement, définir la manière dont on va habiter ensemble après, le projet ne peut pas se mener à bien. Voilà. Mais par contre, oui, effectivement, construire pour des habitants qui vont habiter dans un logement, ça me semble tellement logique. Mais moi, je vis dans un monde peut-être un peu parallèle, mais clairement, c'est la réalité. Enfin, et les voisins que nous, on a sur notre plateforme sont vraiment très engagés dans ce sujet-là. De se dire, on a envie de connaître nos voisins, on a envie de se dire que finalement, on part du principe qu'on va être en posture de solidarité et d'entraide entre nous. On construit une vraie communauté, en fait. Et ça m'évoque plein de questions, mais je veux quand même d'abord faire circuler un petit peu la parole et ensuite j'y reviendrai. Bérangère, par rapport à ce qu'ils viennent de dire l'un et l'autre, comment est-ce que les petites pierres interviennent? Quel est le créneau? Quel est un petit peu le concept? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, pour que tout le monde comprenne aussi, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc les Petites Pierres, c'est une plateforme de financement participatif solidaire qui vient financer un ensemble de projets d'habitat solidaire en France. Donc on s'adresse uniquement au secteur associatif, en fait, donc à des projets qui sont portés soit par des associations, des ONG, des fondations d'utilité publique. Et la particularité, c'est que donc on met à disposition un outil de financement par le grand public, donc crowdfunding. Et en fait, chaque don qui est fait par le grand public est doublé par la plateforme elle-même. Donc on crée un effet de levier en fait en accélérant le financement des projets. Ce qui est intéressant, enfin moi ce que je retiens pour faire le lien avec ce qui a déjà été dit, ce qu'on retrouve, c'est vraiment cette notion de l'inclusif. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que plus les projets qui vont être mis en place auront finalement cette notion d'inclusif en se rendant compte que c'est les utilisateurs finaux eux-mêmes, finalement, donc les habitants, les usagers, les bénéficiaires des actions d'habitat solidaire, qui sont eux-mêmes les premiers fournisseurs de solutions pour eux-mêmes. Donc la plateforme, en fait, aujourd'hui, elle permet bien sûr de financer,
mais elle permet surtout en fait de mettre à disposition de ces acteurs de l'intérêt général un outil qui va les décloisonner, permettre de rendre visibles les projets, va leur permettre aussi de fédérer une communauté autour de ce projet-là et finalement leur donner la possibilité de donner vie à ce projet, mais avec un ensemble de parties prenantes sur leur territoire. Et je finis, et après on peut vraiment se laisser aller à quelque chose de plus spontané, y compris d'ailleurs dans le public, si vous voulez poser des questions, peut-être que je les prendrai, vous pouvez toujours vous manifester, on va voir. Manon, pas pour finir ce premier round, d'un point de vue de chercheur, de chercheuse, comment est-ce que tu analyses cette montée en force de la problématique sociale vis-à-vis des questions de Smart City? Donc toi, tu étudies cette question de Smart City. Comment est-ce que tu l'as vu progresser? Est-ce que la question de l'habitat est particulièrement touchée par cette progression? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve sur des sujets de mobilité, sur d'autres sujets au sein de la ville? Comment est-ce que tu analyses un peu tout ça? Oui, alors moi du coup je suis pas du tout spécialiste de l'habitat, mais je pense que c'est un peu le cas dans tous les secteurs. On se rend compte finalement que le numérique renforce des logiques préexistantes. On parlait de l'inclusion numérique. Finalement, en fait, la fracture numérique, elle touche des personnes qui s'étaient déjà exclues socialement. Donc c'est plutôt un amplificateur de logiques préexistantes. Je pense que sur l'habitat, c'est extrêmement révélateur. Aujourd'hui, l'accession à la propriété, elle est très compliquée pour certaines parties de la population. Et finalement, et donc du coup, il y a plusieurs solutions qui sont proposées, mais comment en fait on permet aux gens d'accéder à un logement, je pense que c'est central, et que finalement on doit sortir du côté un peu gadget, et je suis content qu'on l'ait pas, parce qu'il y a beaucoup de gadgets aussi autour des applications mobiles, d'entraide, et qui finalement en fait ne règlent pas le souci qu'aujourd'hui dans les quartiers, c'est aussi des populations qui se ressemblent, et donc la question du vivre ensemble, elle est extrêmement prégnante et spatialement très construite, étant donné que dans les quartiers, c'est bien de créer du vivre ensemble, mais dans les quartiers, c'est quand même des gens qui se ressemblent, et c'est particulièrement vrai en Île-de-France et à Paris, ça se voit particulièrement. Donc je pense vraiment qu'il faut étudier le numérique, étudier les anciennes questions de pouvoir, d'égalité, d'accession à un bien-être, à un bien-vivre, à la lumière du numérique, à la lumière dans le sens où ce que ça amplifie négativement, mais aussi ce que ça peut permettre positivement. Et je rebondis là-dessus. Tout à l'heure, ce que je voulais te demander, Johan, comme question, c'est finalement, est-ce que cette notion de social ou de solidaire pourrait être un jour, si ce n'est déjà le cas, je n'ai pas encore regardé, mais tu vas nous dire, être inscrite dans le plan stratégique d'une boîte comme Wigimo, ou est-ce que nécessairement ça restera quelque chose, sinon cosmétique, au moins marginal donc évidemment, je remets pas du tout, on revient pas sur le fait qu'une entreprise privée est là pour être compétitive et être rentable. Néanmoins, est-ce que ça peut être posé comme un pilier stratégique, cette notion de solidarité à tes yeux? Alors, je pense que oui, en tout cas je l'espère. Je suis peut-être naïf, mais je l'espère vraiment. D'abord parce qu'en fait, les actionnaires, ils sont sensibles. En fait, il y a une question d'image, c'est vrai. Mais de plus en plus aujourd'hui, on se rend compte que quand on fait mal son métier, quand on ne le fait pas en tout cas avec un sens qu'on doit donner, on a du mal à avoir une bonne image auprès du grand public, finalement auprès des clients, qui peuvent être les nôtres. Et deux, après, pour attirer les meilleurs collaborateurs, c'est vraiment le sens aujourd'hui qui compte. Et ça, c'est quelque chose quand même d'extrêmement important. À une époque, c'est le salaire qui comptait avant tout. Aujourd'hui, très clairement, on a des collaborateurs qui ont des convictions, qui sont à la recherche de sens, qui vont même ne pas hésiter à dire quand quelque chose ne leur plaît pas. On place l'éthique chez nous à un très haut niveau, mais l'éthique, ça, c'est plus un moment pour ne pas embêter les grands patrons, parce que pour l'image, c'est mauvais. Mais de plus en plus, on parle vraiment de sens. Et je pense que le jour, mais on avait un peu discuté, mais le jour où aujourd'hui, on ne parlera plus de RSE, ça veut dire qu'on aura gagné.
Moi, je plaide aujourd'hui pour que les rapports extra-financiers soient devant les rapports financiers chez nous, sauf qu'aujourd'hui, les rapports extra-financiers sont un peu trop codifiés, donc totalement impossible à lire. Donc tout ça, à mon avis, c'est des sujets qui sont encore à travailler. Mais en tout cas, oui, j'ai vraiment cet espoir-là. Eh ben, Angère, tu vois aussi cette dimension-là dans les projets. Donc, tu me disais que les projets que vous financiez étaient plutôt des projets de petite taille, de par leur nature. Néanmoins, comment est-ce que tu analyses leur impact ensuite sur les territoires et comment est-ce qu'on peut éventuellement démultiplier cet impact? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? En effet, on vient financer plutôt des petits projets locaux parce qu'on ne finance pas au-delà de 20 000 euros. Et on se rend compte que finalement, c'est des projets souvent qui sont assez isolés sur leur territoire parce que trop petits, quelquefois, pour pouvoir obtenir suffisamment de subventions publiques et puis subventions privées plutôt, et puis un peu trop important pour pouvoir être financé exclusivement par les financements publics. Donc du coup, finalement, on va permettre de compléter cette levée de fonds qui est faite par les porteurs de projets locaux. Et j'ai perdu le fil de la question, mais l'impact, oui, l'impact des projets, comment il est démultiplié. En fait, je pense véritablement que le numérique permet à chaque porteur de projet d'avoir une visibilité sur son territoire, déjà, ce qui est important. Là où, à l'heure de la fracture numérique, surtout au regard du secteur associatif, il est difficile finalement de s'exprimer sur son projet, de le rendre visible. Le numérique a au moins cette vertu-là, c'est-à-dire de rendre le projet accessible à tous. C'est aussi un outil qui va permettre de fédérer, de mobiliser autour d'une cause. Et puis finalement, on arrive à accélérer des levées de fonds là où monter des dossiers quelquefois sont peut-être extrêmement chronophages, énergivores. Une campagne de crowdfunding peut aller très très vite. On a vu des projets se financer en 7 jours. Évidemment, on peut aller jusqu'à 3 mois. Et la moyenne, je crois, sur la plateforme, c'est 62 jours, donc à peu près 2 mois de financement. Donc l'impact, finalement, c'est un impact qui va permettre à certains projets de voir le jour là où il aurait été plus difficile, en tout cas, de réunir et les fonds et les ressources nécessaires pour que le projet soit présent. Et tu as parlé de fracture numérique. L'un d'entre vous en a aussi parlé. Nous, chez WeShare, on est en train de porter une étude qui s'appelle Capital numérique, où on essaie justement de montrer qu'il n'existe pas de fracture numérique, mais qu'il existe seulement des usages numériques différents en fonction des types de profils. Et on s'intéresse en particulier aux QPV, donc les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et donc la question que je souhaitais te poser, c'est est-ce que vous avez des habitants dans ces QPV qui passent par vous pour financer leurs projets? Ou est-ce que ça reste aujourd'hui relativement marginal? Parce qu'on définit souvent ces habitants comme étant très loin des usages numériques tels qu'on les conçoit nous. Qu'en est-il avec les petites pierres? Je pense qu'il y en a très peu encore aujourd'hui. Déjà parce qu'on finance déjà des projets qui sont déjà structurés en association, donc on ne peut pas financer un projet d'habitants de particuliers. Mais il y a aussi des assos dans les QPV. Oui, tout à fait, oui, voilà. Mais après, pour en venir aux assos, effectivement, je pense que c'est encore éloigné parce que oui, en termes d'usage, il y a encore un besoin d'éducation finalement au numérique qui doit être satisfait. Après, nous, on essaye effectivement d'aller les chercher le plus possible. Donc, on a une activité de sourcing très importante pour identifier ces projets-là. Et lorsqu'on arrive à les atteindre, effectivement, on se rend compte que c'est quelque chose qui est encore une fois assez fédérateur et qui est puissant. Voilà, on peut le dire comme ça. Ce que j'avais aimé dans ton projet, Siam, c'est qu'on n'est pas uniquement focalisé sur
des personnes qui sont de prime abord présentées comme exclues, mais qu'on va s'intéresser à d'autres catégories de la population qui passent assez souvent à la trappe, et notamment les mères, les femmes qui sont mères et qui élèvent seules leurs enfants, les seniors aussi, pour partie. Et tu me disais que c'était ces profils-là qu'on retrouvait beaucoup sur les projets d'habitat participatif que vous accompagnez. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à la fois sur pourquoi est-ce qu'à ton avis ces personnes-là sont plus sensibles à ces projets-là, et du coup comment est-ce que ça s'organise, et du coup qu'est-ce que ça raconte derrière au niveau du projet? Alors, il y a deux réponses. La première, c'est que forcément, quand on crée une entreprise, puisqu'Au Fil des Voisins est une entreprise, on a un biais, le biais de l'entrepreneur, en tout cas du patron. Et je pense que j'ai un biais naturel et un penchant pour l'accompagnement, parce que j'ai eu des engagements associatifs auprès de femmes, notamment femmes mamans célibataires. Donc c'est vrai qu'il y a ce biais-là. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième, on voit dans la salle aujourd'hui, on est sur un sujet sur l'impact social, et c'est quand même majoritairement féminin, comme dans tous les sujets dans lesquels j'interviens. Tu l'as remarqué quand on est arrivé. Donc je pense qu'il y a quand même une nécessité, en fait, pour les femmes. Alors nous, on a une population, la majorité de nos voisins, en fait, sont des voisines, à 75%. Sur la plateforme, ce sont des jeunes mamans mariées avec des jeunes enfants, des mamans solo et des retraitées femmes qui arrivent à un moment donné où soit elles sont veuves, parce que nous on reste un peu plus longtemps, soit parce qu'elles ont divorcé. Et donc il y a une nécessité, pour vous rappeler, on a aujourd'hui 90% des familles monoparentales sont portées par des mères, et que quand on est divorcé, on a une baisse, en fait, une chute du revenu de 22% pour les mamans, 3% pour les papas. Donc forcément, il y a une nécessité, en fait, de trouver des solutions. L'habitat participatif en est une, mais pas forcément que des solutions financières. J'achète mon logement moins cher, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc comment je fais pour faire garder les enfants le soir, ou en tout cas avoir quelqu'un qui jette un œil bienveillant sur mes enfants, comment je fais quand je me retrouve seule, isolée, je ne veux plus pas être seule et isolée à un certain âge, mes enfants sont loin, ou même quand on est marié. Enfin moi c'est mon cas, j'ai 2 jeunes enfants, et c'est vrai que c'est la course le soir pour savoir qui va récupérer les enfants à l'école. Quand on a des voisins bienveillants, on reste encore sur des tâches ménagères, mais en tout cas un sujet qui est encore porté par les mères, hein, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc c'est vrai que du coup ce sont souvent les femmes qui sont très impliquées. Alors après, ce sont aussi les femmes, tu me dis si je me trompe, mais qui sont très impliquées dans les projets immobiliers en général. Ça reste les femmes qui prennent la décision de l'achat, que ce soit de la maison ou de la voiture. Donc déjà à la base, on a ce biais-là, mais en plus dans l'habitat participatif, on a une nécessité en tant que femme de se dire comment je vais faire pour diminuer cette fameuse charge mentale. C'est un peu à la mode en ce moment, parce que tout bêtement, j'en ai besoin. Enfin, voilà, quand je me retrouve seule, avec des enfants, il faut que je m'en occupe. Voilà. Et du coup, sur cette notion de commun qui se crée entre les différentes personnes qui participent à ce type de projet, comment est-ce que ça se matérialise, en fait? Donc, il y a éventuellement la garde des enfants, tu l'as dit. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner pour qu'on puisse bien se figurer de quoi il s'agit, de ce qui se passe? Parce qu'on n'est pas sur du service apporté en plus. L'idée, de ce que je comprends, en tout cas, c'est vraiment de créer du commun au travers de ce type de projet. Ouais. Alors nous, je vais vous donner un exemple tout bête, hein. Il y a le Mac au Bado. Alors c'est pas un projet Au Fil des Voisins, puisque c'est un projet qui est un peu plus ancien, mais qui est un projet très emblématique, en fait, de l'habitat participatif en Occitanie, qui s'est monté donc à Montpellier. Et nous, on a eu l'occasion de rencontrer donc Julie, qui est une maman solo, qui m'a dit quand j'ai voulu accéder à la propriété, on avait vendu la maison commune et il a fallu trouver un logement. J'ai été intéressée, elle connaissait pas l'habitat participatif au départ, mais elle a été intéressée parce qu'elle s'est dit voilà, j'ai 2 enfants, je rentre tard le soir, le fait de connaître mes voisins, je serais plus sécurisée, en fait, de me dire que mes enfants rentrent tout seuls le soir, qu'il y a une voisine qui peut jeter un œil. Elle me dit en échange, moi j'ai une voisine qui est assez âgée, du coup je peux lui ramener la baguette le soir ou ses courses. Donc il y a une entraide, en fait, qui est naturelle dans l'habitat participatif. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans d'autres types de copropriétés, mais c'est vrai que là c'est naturel. Les gens qui viennent dans l'habitat participatif se disent on ne veut pas être isolé, et on veut être
en place de l'entraide et de la solidarité. Donc il y a cet exemple-là. Il y a aussi, toujours dans le même programme, dans le même projet, en fait, eux ont mis en place des systèmes de pédibus pour emmener les enfants le matin, les récupérer le midi, pareil le soir. Donc du coup, c'est vrai que quand on est des parents, alors là j'englobe tout le monde, hein, pas que les mamans, mais on travaille, les transports en commun, en région parisienne c'est le cas aussi, de se dire que finalement on est sécurisé dans sa vie quotidienne, parce que les voisins sont bienveillants et ont envie de participer. Et en plus, je les connais. Donc, potentiellement, je suis plus sécurisée et laisser mes enfants à des voisins et des voisines que je connais. Tu parlais de femmes, de sécurité. Maintenant, est-ce que, de ce qu'on peut lire, c'est vrai qu'on a en héritage des villes qui ont longtemps été... Pardon, Joanne, tu voulais... Ah, ok, d'accord. On a en héritage des villes qui ont été longtemps construites par les hommes, pas forcément pour les hommes, mais quand même par des hommes, et donc sur des questions de largeur de rue, sur des questions d'intensité de l'éclairage, on voit que c'est pas forcément toujours des situations optimales pour des femmes. Est-ce que tu as récemment des travaux de recherche ou des projets en tête qui iraient du coup vers une forme d'égalité ou comment dire de bien-être pour cette catégorie de la population? L'usage de l'espace public. Moi, ça m'intéresse beaucoup cette question et elle est particulièrement parlante sur les sports, sur les espaces de skatepark, etc., de sport en plein air, qui sont en fait utilisés à une ultra majorité par des garçons. Et il y avait un projet, alors je n'aurai pas la référence exacte, mais que j'avais trouvé super, qui était en fait et qui coûtait pas grand-chose, c'était de mettre de la couleur sur tous ces équipements, et qui en fait du coup devenait plus inclusif parce que moins gris, très codifié garçon en fait, et des fois ça passe pas par grand chose, pas par du numérique et pas par des investissements fous, ça passe en fait par le fait de se fixer des priorités et d'envisager l'ensemble des solutions qui peuvent y répondre. Je pense qu'aujourd'hui le grand mot d'ordre du smart, et c'est révélateur qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, il a un peu, disons, et tu parlais aussi du solutionnisme technologique, il a mis la focalisation sur le moyen et pas du tout sur les objectifs. Nous, on travaille avec des collectivités sur des projets numériques, mais en fait, j'estime que quand on sera suffisamment mature, on n'aura pas des directions du numérique. Toutes les directions seront matures sur le sujet et seront capables, en connaissance de cause, de choisir la solution qui est le plus adaptée par rapport à un problème et des objectifs de politique publique qui sont affirmés. Et donc, notamment, la question de l'usage de l'espace public par la femme est évidemment une question très importante. Je me rends compte en t'écoutant qu'on n'a pas encore parlé de l'acteur public, c'est quand même assez rare sur ce genre de conférence. Comment est-ce que, à votre avis, et là la parole est libre, celui qui veut répondre répond, mais comment est-ce qu'à votre avis, on arrive à trouver un juste milieu entre un acteur public qui a la légitimité d'être élu et qui donc peut décider en grande partie de ce qui va se passer sur un territoire, avec en face de plus en plus des velléités d'habitants, de citoyens, d'associations, de collectifs qui s'organisent et qui parfois s'organisent de manière extrêmement efficace pour décider par eux-mêmes de ce qu'ils ont envie de faire. Comment est-ce que vous voyez les choses sur un mode d'organisation, un jeu d'acteurs qui évolue petit à petit pour qu'on arrive vers une situation qui n'entraîne pas de trop grandes frustrations ou déceptions d'un côté comme de l'autre? On en discutait juste avant, on a beaucoup d'élus aujourd'hui qui ne comprennent pas trop ce qui se passe et qui ont aussi des peurs qui remontent, peur de plus être légitime ou de plus être suffisamment présent. De l'autre, on a des habitants qui s'engagent énormément et qui au final voient la porte fermée devant leur nez, parfois au dernier moment pour des questions soit juridiques, soit des financements, soit autres. Est-ce que vous avez des projets en tête précis qui illustrent un peu ça et qui illustreraient un bon mode de fonctionnement? En fait, alors c'est pas parce que je suis de Nantes avec Notre-Dame-des-Landes à côté que je réponds à la question, c'est pas le sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En fait, on a actuellement un gros dossier sur Nantes où on y met de la mixité. Enfin, il y a beaucoup de fonctionnement, beaucoup de choses qu'on va y apporter au sein d'un territoire qui a été construit par la collectivité, parce que c'est une zone d'aménagement concerté, donc en l'occurrence là c'est maîtrisé par un aménageur.
l'aménageur de la métropole. C'est le quartier à Chantrerie à Nantes, pour être exact. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'ils ont construit ce quartier, il y a d'autres quartiers en périphérie de Nantes qui se sont développés. Et donc la métropole l'a complètement abandonné. Sauf que dans ce quartier, il y a des grandes écoles, l'école des mines de Nantes notamment, qui est présente avec quelqu'un dans l'école qui voyait que ces bâtiments étaient une passoire thermique et voulait faire quelque chose. Et a été voir la métropole en leur disant ce serait bien qu'on mette en place un réseau de chauffage urbain bois dans le quartier. La métropole lui a répondu c'est pas le moment parce qu'on a d'autres choses à faire, on va pas aller financer ça. Bon. Donc lui a constitué une association qui s'appelle l'AFUL de la Chantrerie aujourd'hui. Il a aggloméré les autres écoles qui sont présentes sur ce territoire-là, des entreprises, le restaurateur, parce que c'est pas une zone extrêmement dynamique en termes justement de vie. Et finalement, il a monté tout le projet. Et là, il est retourné voir la métropole en leur disant j'ai juste besoin que vous me donniez autorisation. Ils ont été jusqu'à acheter des bouts de terrain quand même, collectivement. Là où passaient les tuyaux de la chaufferie urbaine, ils ont financé ça eux-mêmes. Et là, c'est quand même la métropole était juste là finalement parce qu'on était sur un territoire qui appartenait à la métropole pour réaliser ce projet-là. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça absolument fou, mais c'est pas du tout arrêté là. Et maintenant, ils construisent de l'éolien au crowdfunding. Ils ont fait une concertation parce qu'on est à côté de l'Erdre, qui est une rivière au nord de Nantes. Ils ont fait une concertation pour une navette fluviale qui traverse, en fait, un franchissement de l'Erdre. Quand la métropole leur a dit mais vous êtes fous, vous allez vous faire tuer, il va y avoir des opposants, il y a telle assoce, tout ça. Et eux leur ont répondu mais en fait ces assos-là ils sont avec nous, donc ils vont avoir du mal à s'opposer, on est dans la concertation. Et moi donc je les suis, un jour je suis invité à une réunion et la question c'était quelle gouvernance pour la Chantrerie avec la métropole et avec la FUL. En fait l'élu de quartier avait perdu la main sur ce quartier. La FUL était connue des habitants, était connue d'un quartier résidentiel au-dessus qui maintenant il y a des habitants qui rentrent dans cette... alors, qui se constitue en tant qu'association de quartier, membre de la FUL. Donc en fait, cette question de gouvernance, finalement, si le politique, qui a quand même un mandat tous les 6 ans, et en ce moment on est bien placé pour le savoir, c'est pas le moment où ils sont les plus courageux, c'est vrai, hein, c'est quand même un vrai problème. Et non, bon. et on se rend compte que c'est des moments où les gens ils continuent à vivre. En fait, il se passe des choses, il y a des initiatives. Et si c'est pas le politique, au moins qui les soutient, les gens le font. Et le numérique, si on doit revenir à ça, c'est un accélérateur de tout ça. C'est en fait à chaque fois qu'on regarde les sujets numériques qui ont fonctionné, ils ont pas fonctionné par la technologie, ils ont fonctionné par l'usage que ça a généré, que ça a créé. Et finalement, nous, quand on regarde, parce qu'on est aussi partenaire de start-up du numérique, vraiment avec des geeks en face qui programment des choses, le sujet principal qu'on regarde aujourd'hui, c'est le modèle qu'ils mettent en place sur l'usage qu'ils vont aller créer et en quoi l'outil numérique est utile. Et en fait, on se rend compte que souvent, il faut partir de là. Et le numérique, en fait, sur ces sujets pour arriver à créer des groupes de citoyens, c'est quelque chose qui peut fonctionner si c'est bien accompagné. Avec par contre, en effet, aujourd'hui, des citoyens qui ne vont pas être dessus parce qu'ils n'y sont pas. Voilà, alors, je ne sais pas si ça répond à la question, je pense, en tout cas un peu. Si, mais pour aller plus loin, moi j'ai l'impression que le numérique permet de fédérer, ça c'est vrai, des groupes de citoyens. On le voit avec les Gilets jaunes qui se fédèrent essentiellement sur Facebook. On le voit avec les réseaux sociaux de voisinage qui sont aussi fédérés via des plateformes numériques. En revanche, j'ai l'impression que ça ne sert pas forcément à structurer des idées ou à structurer des actions et donc à structurer des groupes dans le temps. Qu'est-ce que... Ouais. Alors, donc nous, chez Au Fil des Voisins, on a créé un outil numérique, une plateforme pour justement arriver à constituer des groupes de voisins qui vont faire ensemble l'habitat participatif. On a créé un algorithme qui permet de matcher les gens ensemble et de faire en sorte qu'on ait des groupes qui, en théorie, vont pouvoir travailler ensemble et vivre en copropriété derrière.
Maintenant, alors ça c'est, bon, ça reste mon avis, mais qui sera peut-être nuancé derrière par mes camarades. Mais quelque part, nous, les personnes qui viennent sur la plateforme, ils viennent pour se constituer en groupe, connaître, apprendre. On fait beaucoup de pédagogie, mais derrière, on est obligé de les rassembler, d'être dans une vraie vie en fait, où les gens discutent entre eux. Et c'est pas parce qu'un algorithme a dit que c'est comme les algorithmes mythique, hein. C'est pas parce qu'il dit que tu vas pouvoir te marier avec une personne que finalement tu vas vraiment le faire. Donc c'est aussi nécessaire derrière d'avoir un accompagnement et de création du lien social. Et l'outil digital, il est là parce qu'il facilite, mais ça reste un outil. Et s'il n'y a pas une vraie volonté de créer du lien social, une vraie volonté d'interagir avec d'autres humains, on aura beau mettre alors je le dis, mais en toute humilité, on aura beau mettre tous les algorithmes, toutes les plateformes, etc. en place, ça ne marchera pas. Donc c'est nécessaire aussi d'avoir envie de le faire. Là où nous, on intervient en tant qu'entreprise, c'est de montrer que c'est possible de le faire, qu'il y a une solution qui existe pour l'habitat, mais bon, après, il y a d'autres solutions pour d'autres types de sujets. Donc c'est possible de le faire. Nous, on accompagne les grands méchants promoteurs, n'est-ce pas, pour dire c'est possible aussi de le faire quand on est un promoteur, de proposer ce type de choses. Et on dit aussi aux élus, c'est possible de le faire parce qu'on va vous aider, on va faciliter. C'est vrai que nous, on rencontre souvent cette peur de l'élu de perdre un peu de pouvoir. Moi, j'ai une position qui est un peu radicale, qui est de se dire que finalement, un élu est là et on l'a élu, on a voté. Et c'est pas parce que j'ai voté pour quelqu'un. Alors c'est peut-être un peu controversé, je sais pas comment le dire parce que c'est un peu tendancieux en ce moment, mais c'est pas parce que j'ai voté pour quelqu'un qu'il a absolument tout pouvoir et raison absolument sur tous les sujets. Je peux moi aussi en tant que citoyen et citoyenne intervenir sur les sujets qui me touchent au plus proche. Pour la petite histoire, moi j'habite en participatif, hein, c'est comme ça qu'est né Au fil des voisins, dans un quartier où on a 166 logements, on était une vingtaine au départ. Il y a une association qui s'est créée. Alors, je n'étais pas à l'initiative de l'association, j'ai contribué parce que j'étais très motivée, mais j'ai décidé, moi, de rester en retrait par rapport à mes activités professionnelles. Et il se trouve que dans une partie du quartier, on y avait des problèmes de stationnement. Donc, c'était la partie du quartier qui n'était pas conçue en participatif. Et en fait, on s'est rassemblés tous ensemble, on a essayé de trouver une solution ensemble qu'on a présentée à la mairie. Et c'est vrai qu'au début, les élus faisaient un peu la tête parce qu'ils disaient c'est notre prérogative, pourquoi vous avez été prendre l'initiative de faire. On a un peu discuté avec eux et finalement on a mis en place la solution proposée par les riverains et ça fonctionne très bien. Donc c'est vrai qu'au départ c'est compliqué, mais au final je pense que la problématique venait des riverains eux-mêmes et si la solution n'était pas venue de nous-mêmes, je pense que toutes les solutions qui auraient été mises en place n'auraient pas été respectées. Donc quelque part c'est important que les élus lâchent un peu du lest et en tout cas essayent de lâcher un peu de pouvoir. C'est que c'est difficile, mais... Est-ce que vous voulez réagir, ouais. Un peu pour le sujet, du coup, peut-être pour nuancer. En gros, donc effectivement, très bien, co-construction avec les usagers, tout à fait d'accord, et tout le monde va être d'accord avec ça, j'imagine. Après, sur le côté investissement de la puissance publique, moi, des fois, je suis effarée quand il y a des boîtes d'ESS qui se créent pour remplir des missions de service public. Et que je pense que, bon, effectivement, il y a des questions de pouvoir, etc. Mais je pense que des fois, il y a aussi un discours, il faut laisser les usagers, il faut laisser les initiatives. Et ça permet aussi à la collectivité et à l'État, qui donne les dotations, de se désengager de certains sujets et de ne pas... parce qu'il y a quand même quelque chose qui est important sur l'action publique, c'est le rôle de péréquation entre les gens, entre les territoires, et donc de maintenir un certain socle commun de bien-être. Et je pense qu'il y a évidemment certains quartiers, évidemment certains types de populations qui vont être amenés plus facilement à se mobiliser, à proposer des solutions. Donc je pense que la puissance publique doit garder évidemment une place, ne serait-ce que de soutien en fait, des initiatives, et également de réussir à créer chez certaines personnes qui sont un petit peu éloignées en fait, par des questions de culture, par des questions d'éducation et de capacité en fait, à ne pas juste survivre, à se mobiliser pour le bien-être et pour la suite, que de la puissance publique ne doit pas
laissé aux initiatives uniquement privées ou de société civile. Pour compléter ce qui est dit, c'est extrêmement intéressant. Nous, on a une posture qui dit qu'en fait, pour réussir ce challenge, justement, de mailler un peu tout le territoire autour de cet enjeu commun du bien-être et du bien vivre ensemble, aucun acteur ne doit se substituer finalement à l'autre. Et effectivement, je pense qu'on a eu à un moment donné un état des collectivités qui était super présente, un effet de décentralisation qui est arrivé. Et en fait, aujourd'hui, le tout et la complexité de tout ça, c'est de réussir à trouver un équilibre entre les rôles des uns et des autres. Oui, l'État ou les collectivités peuvent se désengager sur certains enjeux du territoire. Toutefois, il y a des relais qui sont là aussi pour venir compléter quelquefois l'aide ou le soutien ou l'avis que les collectivités peuvent porter sur des projets urbains ou autres. Et il me semble important effectivement qu'on soit dans une logique véritablement de co-construction et de coopération, encore une fois, où chacun a sa place. Alors c'est pas simple, tout reste à faire, et tu l'as très bien dit, effectivement dans ce cadre-là, le numérique devient un outil au service de tout ça. Parce que effectivement, ce que vous décrivez là, c'est le modèle de Big Society de Cameron, où effectivement les acteurs privés commencent à remplacer petit à petit, à la demande d'ailleurs de la puissance publique, cette même puissance publique. C'est assez étonnant de voir comment est-ce que d'un sujet plutôt social au départ, on a dérivé petit à petit sur un sujet plutôt démocratique. Je ne sais pas si c'est les temps qui courent qui vous ont inspiré, mais il y a quand même aujourd'hui un vrai sujet qu'on revoit venir de plus en plus fréquemment, qui consiste à dire qu'on manque de lieux aujourd'hui pour exercer, apprendre la démocratie. Et donc dans les exemples que vous avez là, et j'entends la démocratie de manière plus large que le fait d'aller voter un nombre régulier d'années. Peut-être, Siam, toi tu le vois dans les projets, mais je vous pose la question à tous les quatre. Est-ce que vous avez l'impression que les nouvelles formes d'habitat, parce qu'elles créent davantage de liens sociaux, si c'est le cas, mais on a plutôt l'impression que c'est le cas, ont aussi tendance à renforcer la démocratie ou pas? Et si oui ou sinon, quelles en seraient les conditions? Et après, je passe la parole au public, puisque l'heure n'est pas à la dictature éclairée. Promis, je partage. Alors, moi, je ne sais pas trop répondre à cette question. Nous, dans les projets d'habitat participatif, on voit qu'il y a autant de façons de faire qu'il y a de groupes. Et l'idée d'Au fil des voisins, c'est vraiment de les laisser choisir dans... Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est laisser le choix. Donc, il y a un panel de possibilités. Ils choisissent. Ça peut aller de la démocratie jusqu'à la sociocratie, jusqu'à voilà, toute forme de communauté un peu particulière. Mais l'idée, c'est vraiment de leur laisser le choix. Et on voit que les gens ne choisissent pas forcément en général, ils ont tendance à choisir ce qu'ils connaissent. Voilà, la majorité... Et ça se passe bien. Alors nous, la spécificité, on a une partie de formation, tout ce qui est prise de décision en collectif et les sujets de communication non violente. Et on forme les enfants. Et on voit que aujourd'hui, les enfants les plus jeunes, ça vient très naturellement. C'est plus compliqué pour nous, parce que les adultes, on doit déconstruire pas mal de choses. Et on est très revendicatif. Enfin, je dis on parce que j'étais comme ça, moi, quand j'étais sur mon projet d'habitat. Et finalement, ça se dilue un peu avec le temps. Mais c'est vrai que c'est complexe, c'est des sujets qui sont complexes. Mais nous, ce que nos voisins apprécient, c'est qu'on laisse le choix et chaque groupe va faire finalement ce qui lui ressemble, ce qu'il a envie de mettre en place, ce qu'il connaît le mieux. Et c'est ça, en fait, qui va faire que le groupe va vivre... gérer plus facilement après en copropriété. Et on le voit d'ailleurs dans les projets qui ont aujourd'hui 30 ans, c'est pas ceux qui sont en totale communauté, une personne, une voix, et on travaille au consensus. C'est pas ceux qui durent le plus longtemps, notamment quand après on revend son logement. Enfin voilà, il y a quand même une question de culture française qui dit qu'on doit pouvoir être propriétaire, revendre son logement, et donc je suis pas sûre qu'on passe sur des sujets complètement tous au consensus, la sociocratie, etc. Mais d'avoir le choix de le faire, c'est bien. Et donc de pouvoir se former à ça, c'est intéressant. C'est pour ça que nous, on forme les enfants, parce qu'on se dit comme ça, en grandissant, ils pourront faire le choix et pas avoir juste un modèle.
un modèle à mettre en place. Alors c'est vrai que moi, ça me fait écho en ce moment parce que j'ai ma grande qui est en 6e et qui apprend les cités grecques. Et c'est assez marrant parce qu'on voit finalement que c'est des sujets qui posent question à des enfants qui arrivent en 6e. Ils se posent vraiment des questions sur ça. Et par contre, ça s'arrête à j'apprends la cité grecque et on ne va pas plus loin. Justement dans l'apprentissage citoyen. Donc ça, c'est nous, on le fait avec l'habitat participatif, mais bon, à toute petite échelle. Donc je vais laisser compléter parce que je pense qu'il y a des connaissances. Non, juste pour revenir un peu sur les sujets, enfin, il y avait un endroit où on apprenait la démocratie, c'était quand même l'école. Enfin, je veux dire, où on apprend effectivement à être citoyen. Alors, plus ça va, et plus en fait on crée des agents économiques et pas des citoyens. Donc après, faut pas s'étonner que tous les démarches démocratiques et participatives ne fonctionnent pas pour tout le monde. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Pardon, je vous ai tourné le dos la majeure partie du temps. Bonsoir, Thierry L'Aquitaine. Alors, la question s'adresse à Madame Au fil des voisins. Vous avez parlé de copropriété. Est-ce que le service, l'animation que vous proposez s'applique aussi pour des locataires, uniquement des propriétaires? Alors, nous, on a majoritairement des personnes qui viennent sur la plateforme qui souhaitent accéder à la propriété. Donc ça, c'était historique sur Au fil des voisins. On commence à avoir des gens qui veulent être en location. Donc j'enlève toute la partie bailleur social parce que ce n'est pas du tout notre activité. Et voilà, donc là, on est en train de faire des tests justement pour des personnes qui souhaitent être en location. Alors, ce n'est pas vraiment de la colocation ou du co-living, c'est vraiment d'être plutôt sur des petites unités et partager des grands espaces communs. Mais ça, c'est une population qui est plutôt senior, qui va avoir envie d'aller sur... c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont été propriétaires toute leur vie et qui se disent maintenant, je préfère être en location sur la fin de vie, ce qui n'est pas du tout intuitif pour nous. Moi, je suis une ancienne banquière, donc c'est vrai que du coup, c'est pas intuitif. On se dit les gens ont envie d'être en propriété à la retraite. Et là, nous, on voit un inversement. Alors, ça reste un biais. C'est les gens qui sont sur la plateforme Au fil des voisins qui veulent faire de l'habitat participatif comme ça. Mais la plupart du temps, ce sont des futurs propriétaires. Encore. Après, je pense que l'habitat participatif, quand on vient pour concevoir son lieu de vie, et qu'on est locataire, ça veut dire que si on reste dedans 2 ans, il est quand même personnalisé, ce qu'on a conçu. Donc il faut que ça corresponde également à celui qui ira prendre la suite. Je pense que c'est aussi un biais. Nous, ils ne sont pas forcément personnalisés comme on peut l'imaginer, mais en fait, l'habitat participatif aujourd'hui en France, ça demande beaucoup d'implication et c'est des projets qui sont assez longs. Donc, de donner autant d'énergie juste pour être locataire, entre guillemets, c'est vrai que ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. Mais on espère, dans 5 ans, que ce sera un peu différent. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Le problème se pose toujours de la standardisation ou de la spécialisation d'un bien immobilier. Parce que un jour, si on est propriétaire, il faudra qu'on le vende. Donc s'il est très atypique, il va pas être très liquide. C'est pour ça que je dis que nous, en fait, sur la plateforme, c'est pas tellement la personnalisation. Enfin, en tout cas, c'est pas une demande qu'on a majoritaire de personnaliser, parce qu'on a des propriétaires qui se disent « je vais vendre mon logement ». Voilà. Arriver à avoir un bâtiment qui soit très différent de ce qu'un promoteur lambda aurait fait? Alors, quand on travaille avec des promoteurs, pas forcément. Pas forcément. Par contre, quand c'est des habitants qui portent directement le projet, et souvent quand ils sont en autopromotion, là oui, on est plutôt sur de la conception d'écolieux avec de l'habitat, du service, de l'activité, et là on a des choses complètement différentes. Quand on travaille avec des promoteurs, non, ça reste des... Alors c'est pas standard, mais c'est pas non plus complètement différent. En fait, ce qu'on recherche dans l'habitat participatif, alors c'est mon cas parce que moi j'ai un habitat qui a été construit par un promoteur, c'est plutôt le lien social et connaître ses voisins que vraiment la personnalisation. Et puis partager des espaces en fait, parce que du coup on a besoin de moins de mètres carrés, ça me coûte moins cher si j'ai besoin de prendre un F3 au lieu d'un F4, voilà. Mais globalement, c'était pas, en tout cas nous avec mes voisins, c'était pas du tout notre recherche. Oui, juste pour compléter, il
il est vrai que le gros de notre production, nous, aujourd'hui, c'est du logement extrêmement standard, dont je me bats contre avec mon directeur commercial tous les jours, il faut être clair. Le T de 37 mètres carrés me sort par les yeux, pour être clair. Par contre, on a, nous, énormément de projets qui ne sont pas sur un modèle où on a déjà les habitants, parce que c'est pas facile d'avoir les habitants longtemps à l'avance, pour les raisons d'ailleurs que tu as énoncées. Oui, en plus, et en plus, on a aussi des projets où on a énormément de locataires, dans lesquels on a des espaces partagés, on a des chambres partagées, on a des jardins partagés. D'ailleurs, il faut quelqu'un après pour s'occuper de tout ça. Donc c'est là où on va aller chercher des associations, des entrepreneurs qui vont être capables dans la durée après de s'en occuper. Et moi, j'ai un partenaire avec qui je travaille. Tu parlais des seniors, qui s'appelle Vivre en Béguinage, qui fait des béguinages, donc de l'habitat inclusif. Là, on est sur du logement qui est en soi relativement standard, mais par contre, il y a un projet de vie en fait, qui est construit avec les habitants. 6 mois avant en fait, la livraison, parce que là on est sur un public senior qui est souvent propriétaire, qui va vendre son logement, qui va devenir locataire, mais qui va concevoir son projet de vie avec ce qui existe déjà en fait. Donc finalement on n'est pas du tout sur du bâti standard quand on fait ça, parce que là on a des chambres d'hôtes, on a des chambres communes, et après les logements qui sont privatifs. Donc je pense que même sans ces habitants, il existe des projets aujourd'hui de plus en plus souvent qui vont avoir ces spécificités d'être différents, de ne pas être standards, hein, forcément. Après, je crois qu'il y a plein d'exemples également sur Bordeaux de projets comme ça qui ont été un peu imaginés. Bonsoir. Je voulais simplement qu'on aborde l'aspect peut-être des difficultés que vous pouvez rencontrer de la part des expériences vécues. Est-ce qu'on a déjà des retours, des cas où il a fallu trancher juridiquement parce que malgré... Au final, on a des gens qui peut-être veulent revenir sur leur choix de départ. Voilà. Je voudrais qu'on problématise un peu l'expérience. Merci. Oui, non, monsieur, je ne veux pas monopoliser la parole, c'est pour ça. Mais alors, je n'ai pas connaissance de tous les problématiques qu'il y a eu, mais en fait, juridique, non. Par contre, effectivement, à un moment donné, à partir du moment où on met des humains ensemble et qu'on les fait interagir, il peut y avoir des problèmes. Donc c'est aussi ça, hein. Nous, notre rôle, c'est de dire il y aura des conflits, il y aura des problèmes. Par contre, là où il y a la plus grosse problématique, alors j'ai pas entendu dire que ça a été jusque devant monsieur le juge, mais là où il y a la plus grosse problématique, c'est quand les conflits n'ont pas été anticipés. Voilà, donc c'est vraiment des projets qui n'ont pas été accompagnés, où voilà, on était dans un monde un peu utopique, et puis finalement on se rend compte que voilà, le voisin il tombe pas sa pelouse comme il faudrait, ou il a un chien. Enfin bon, ça c'est des sujets qui sont souvent assez problématiques. Donc l'idée, en fait, les projets qui fonctionnent le mieux, on va le prendre plutôt dans ce sens-là, c'est ceux qui ont été très anticipés, où il y a un vrai règlement, mais en même temps en laissant un peu de liberté quand même, parce que on n'est pas là non plus pour tout bloquer. Mais c'est vrai qu'il faut anticiper. Moi j'ai juste comme exemple à Tours un projet qui est assez jeune, hein, parce que je crois qu'ils ont emménagé il y a 2 ans. Et en fait, ils ont décidé ensemble d'avoir donc le jardin en commun. Ils ne clôturent pas. Par contre, dans le règlement, il est noté que si quelqu'un veut avoir un chien, il va falloir le clôturer. Et ils ont été jusqu'à déterminer l'espace entre le grillage pour pas qu'un enfant puisse mettre la main. Enfin, ils ont passé énormément de temps, hein, sur ce sujet-là, parce que c'est le sujet qui pose le plus en tout cas, qui posait dans ce groupe le plus de problèmes. Donc, on va dire plutôt à ce niveau-là. Il faut anticiper et être bien accompagné, alors quel que soit l'accompagnateur qu'on choisit, d'imaginer tous les problèmes qu'il peut y avoir. Donc, moi, si j'ai un conseil, s'il y en a qui veulent faire de l'habitat participatif, il faut parler de l'éducation des enfants. Ça c'est très gênant, hein, ceux qui sont pour ou contre la fessée, on peut en parler pendant des heures. Les animaux, ça c'est... Voilà. Et puis l'entretien du jardin, parce que c'est les sujets qui sont... et l'argent aussi. L'entretien du jardin. Moi, je discute régulièrement avec mon voisin. C'est un fou de tondeuse et pas moi. Alors du coup, bon, voilà, on discute beaucoup sur le sujet. Mais ça, et puis l'argent. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas très français de discuter d'argent avec des gens qu'on connaît pas bien. Mais ça, c'est important. Voilà, comment on va gérer l'utilisation de la machine à laver
et qui paye, surtout quand on est quatre dans la famille ou tout seul. Voilà. Bonjour, Charlotte, je travaille chez Bouygues Immobilier. Ma question, ça allait plutôt pour Siam. Aujourd'hui, en fait, on propose plusieurs espaces partagés dans nos opérations. Et c'est dans les programmes, dans les projets d'habitat participatif, futurs acquéreurs souhaitent avoir des espaces partagés. Ou est-ce que ces espaces partagés sont finalement dans nos programmes pour répondre à une diminution en tout cas de la taille des appartements? Alors, ça va dépendre des endroits. Alors, c'est vrai qu'on dit que l'habitat participatif, c'est un programme où il y a de l'espace partagé. Alors, moi, je vais vous donner un conseil gratuit. En général, je le fais payer, mais là, je vous le donne gratuitement. C'est qu'il faut toujours que ce soit les habitants qui choisissent ce qu'ils veulent partager. Je vais prendre l'exemple de la buanderie. C'est vrai que moi, j'ai fait mes études aux États-Unis et quand je suis arrivée en France et que j'ai commencé à louer, il a fallu que j'achète un lave-linge alors que voilà, c'est tellement logique de partager sa buanderie. Et en fait, moi, je me suis rendu compte en discutant avec une personne qui était chez Au Fil des Voisins, qui travaillait pour nous, que c'était très compliqué pour elle de dire on va partager son lave-linge. Voilà. Donc typiquement, c'est le genre de choses, si on a décidé en tant que promoteur de mettre une buanderie et que les voisins ne l'utilisent pas, alors là, ça crée justement des conflits, ça peut être très problématique, notamment quand il va falloir payer les charges. Et donc là, en général, on râle contre le promoteur en disant je vais payer des charges. Ou quand on met une chambre d'amis pour 300 logements, enfin, j'ai déjà vu. Hein, donc voilà, qui va le prendre à Noël? Ça va être une grande question. Donc l'idée, c'est de se dire, on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on fait de l'habitat participatif qu'on partage les espaces. Typiquement, nous, à part des bouts de jardin, on n'a pas de salle commune dans notre habitat qui était participatif. Donc c'est pas parce qu'on partage des espaces que c'est participatif, et c'est pas parce que c'est participatif qu'il faut partager des espaces. Par contre, c'est vrai que dans des endroits comme l'Île-de-France ou les métropoles, le fait de partager, ça peut être intéressant parce que ça diminue le prix. Le prix au mètre carré reste le même en général quand on travaille avec un promoteur, mais par exemple, j'ai le cas d'une maman divorcée qui me dit du coup moi j'ai acheté un F2 parce que mon grand maintenant il fait des études ailleurs et il revient de temps en temps. Donc plutôt que d'avoir un F3, un F2 ça me coûte moins cher et quand il vient je loue la chambre d'amis. Donc ça c'est parce que c'est une spécificité du groupe, mais il y a des groupes qui vont dire non, nous on veut partager un atelier de bricolage, voilà. Mais toujours laisser le choix en fait aux habitants, c'est ce qu'il y a quand même de mieux dans la programmation. Pour compléter un peu, nous on a un regard sur l'habitat participatif qui est plutôt celui de l'habitat participatif solidaire. Je pense qu'il y a différents types de populations qui s'orientent vers l'habitat participatif et effectivement selon l'origine finalement de l'initiative, là où nous, je parle pour notre cas, on vient financer des habitats participatifs où on va rechercher justement la mixité sociale par exemple, où on va même être sur de l'habitat intergénérationnel justement par rapport à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer sur le vieillissement de la population, l'autonomie dans son logement, etc. Et là effectivement je pense que l'habitat participatif sera pensé différemment. Et effectivement on va avoir des logiques de construction d'habitat participatif avec des espaces partagés différents, avec une logique de flux, une logique de cloisonnement, décloisonnement des espaces très différents. Voilà. Bonjour, j'ai une petite question. Comment ça se passe? Vous parlez de solidarité dans le projet, solidarité du groupe. Comment vous écrivez justement ce système d'entraide qui peut exister entre voisins? J'imagine que ce n'est pas dans le règlement de copro d'aller acheter son pain à la voisine. Est-ce que c'est une charte d'entraide? Est-ce que c'est des bonnes pratiques? Comment vous les édictez? Voilà. Pardon?
C'est ça. Non, alors en fait, donc c'est pas dans le règlement de copropriété, mais souvent il y a une charte de vie commune. Enfin, c'est même nous on le conseille de toute façon, de mettre en place cette charte. Après, effectivement, ça n'a pas de sens en fait de l'écrire dans la charte. Si jamais ma voisine se casse la jambe, je vais lui faire à manger. Enfin, c'est pas, ça paraîtrait très bizarre de le faire. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, alors ça peut évoluer parce que forcément l'habitat participatif, nous, notre ambition, c'est que ça évolue et que tout le monde fasse de l'habitat participatif demain. Mais alors moi, ma conviction, c'est que demain, toutes les copropriétés doivent se constituer en communauté de voisins solidaires et d'entraide. Bon, ça, c'est un vœu pieux, certainement, mais c'est ce pourquoi on travaille. En tout cas, c'est ce pourquoi je me lève le matin, parce qu'il paraît qu'il faut avoir un sens maintenant dans son travail. Donc voilà. Par contre, les habitants, ceux qui veulent faire de l'habitat participatif, et aujourd'hui, ce n'est pas pour tout le monde, ce sont des personnes qui viennent en disant, on veut... D'ailleurs, je crois que là, moi, j'ai 100% de personnes qui me disent ça dans le formulaire d'inscription. On ne veut pas être isolé, on veut de l'entraide et de la solidarité. Par contre, j'ai écrit un article d'ailleurs sur le sujet il n'y a pas très longtemps. L'idée, c'est de se dire on n'est pas obligé de le faire. Et d'ailleurs, c'est comme quand vous êtes avec vos amis, en fait. Ça marche bien et le groupe fonctionne mieux quand on ne se sent pas obligé d'aider à déménager ses amis. Par contre, on le fait. Enfin, ça, voilà, moi j'ai une copine qui vient de déménager là, ça ne me viendrait pas l'idée de dire bah non, je peux pas, j'ai pas envie ou autre. Par contre, je ne me sens pas obligée de le faire avec, j'ai pas signé une charte d'amitié en disant bah oui, je vais t'aider à déménager. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais l'idée dans les copropriétés participatives, c'est de se dire qu'on a une charte de vie commune qui va régir justement pour éviter les conflits, ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, l'entraide, c'est naturel et ça doit être naturel. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié, mais ça doit être naturel. Et puis, je vais te laisser compléter peut-être sur la solidarité. Oui, je te rejoins beaucoup. Effectivement, la solidarité n'est pas écrite, elle est spontanée. Encore une fois, elle se co-construit, elle se pense, quand elle arrive à se penser en communauté, elle est démultiplicatrice de résultats et d'efforts. Mais effectivement, à partir du moment où il y a des choses qui sont gravées dans le marbre, je crois qu'il n'y a plus de spontanéité et on ne peut plus alors parler ni d'entraide ni de solidarité en tant que telle, quoi. En fait, je connais un syndic qui est les syndics en fait gérant des copropriétés où les occupants sont beaucoup des locataires, il n'y a pas de raison qu'ils se croisent. Et lui, il a mis en place un truc, c'est que avant, alors c'est un tout petit truc qu'il met en place, mais 2 semaines avant la réunion de copropriétaires où la moitié ne viennent même pas, il fait une réunion d'habitants. Des habitants, en fait, simplement, pour faire ressortir aujourd'hui les doléances qu'ils peuvent avoir sur le lieu où ils habitent, qu'ils connaissent très très bien. Et en fait, rien que de faire ça, ça crée le lien, les gens finalement se parlent. Et finalement, voilà, je pense que les syndics, pour le coup, ils peuvent avoir un rôle très important à jouer. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand tu as 160 personnes, là où tu es, il n'y a pas de syndic, 160. C'est bien. On fait beaucoup d'apéros. Une question. Là, on parle du bâtiment, à l'échelle du bâtiment, et en fait, c'est les projets, et c'est une communauté de projets. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une augmentation d'échelle et d'être sur un quartier et avoir finalement, là on voit le bâtiment qui relie les gens, mais que ce soit, je ne sais pas moi, des valeurs, des je ne sais quoi, qui organisent cette solidarité et qu'on soit à ce moment-là plus sur ce que vous décriviez à un moment par rapport à la relation avec les pouvoirs publics, maisons de quartier ou autres, numériques, choses comme ça. Il y avait des trucs qui existaient, qui étaient super, c'était les supérettes, c'était les bibliothèques, mais ça demande une volonté. Enfin, il y avait un article du Monde Diplo que je conseille de ce mois-ci qui
évoqué les grands discours du PDG de Facebook sur que le fait qu'il crée des communautés en ligne, etc. Et il mettait ça en relation avec, en gros, la vente en ligne qui se développe, le fait qu'on n'achète plus de livres. Donc il n'y a plus de librairies indépendantes, etc. Et en fait, il y avait des structures sociales. Enfin, la solidarité, ça n'a pas été inventé par les plateformes numériques. Ça existait. En fait, je pense qu'il faut revenir en fait aussi des fois à des choses assez basiques qui sont de se sentir inclus dans un projet de société, de se sentir égaux, parce que je pense que c'est je pense quand il y avait un algorithme apparemment qui matche les gens ensemble, bah, oui, en fait, quand on a tous les mêmes appétences, la même façon d'être et tout, effectivement, c'est plus facile de se parler et de s'entraider. Je pense que la difficulté à l'échelle d'une société, d'un quartier ou d'une ville, c'est que les gens sont différents et qui prennent pas forcément, ou qu'il y a plus de lieu dédié à cette rencontre, etc. Du coup, effectivement. Je pense que c'est important de penser la solidarité de manière plus large et du coup d'essayer de réinvestir ou de soutenir des structures sociales qui étaient là pour ça. Avant de conclure, moi j'ai une dernière question, parce que je vous ai entendu parler de solidarité, de connexion entre des gens qui n'auraient pas forcément vocation à se connecter. Là, tu parlais de bibliothèque, et en fait, ça me fait penser à un phénomène dont on n'a quasiment pas parlé, voire même pas du tout parlé, qui sont les tiers-lieux. En fait, ces lieux qui sont des lieux qui ne sont qui ne relèvent ni de l'espace privé ni de l'espace public, qui sont des lieux dans lesquels on va pouvoir retrouver des activités type espace de coworking, type Fab Lab, type espace de médiation numérique, bref, divers types d'espaces dont la caractéristique commune est de produire justement un commun. Comment est-ce que chacun d'entre vous, avec vos différentes expériences, même si évidemment ce n'est pas forcément votre cœur de métier, comment est-ce que vous voyez l'essor de ce type de lieux, qui sont des lieux ouverts, qui sont des lieux avec souvent un accueil, une forme d'accueil inconditionnel, et qui rentrent vraiment dans notre thématique? Comment est-ce que vous les voyez? Peut-être, Johan, ça m'intéresserait d'avoir ton avis là-dessus. D'abord, le bar est un tiers-lieu de base. C'est un lieu où on va comme ça. Aujourd'hui, on voit des bars thématiques qui en sont. Il ne faut pas imaginer, voilà, même le Fab Lab, pour moi, c'est un tiers-lieu qui est assez compliqué. C'est quand même destiné à des gens un peu spécialisés, avec une adhésion. Enfin, il y a différents modèles. Mais nous, on n'intègre pas systématiquement dans tous nos projets des tiers-lieux. Ça va dépendre vraiment de ce qu'il y a dans le quartier, des appétences qu'il va y avoir un petit peu dans le quartier. Mais moi, je crois beaucoup au bar, hein, déjà parce que économiquement, il y a un revenu qui permet un peu la pérennité du lieu. Juste ça. Donc Wigimo va faire des bars maintenant, parce que les cafés ferment en fait, ils sont remplacés par des McDo. On a vu ça récemment, ce qui est assez triste en France. J'en ai pas dans mes projets de McDo, mais non, mais c'est un lieu. Moi, je trouve que le phénomène sociologique du bar est quand même assez intéressant, c'est qu'on est prêt quand même à payer assez cher une boisson dedans pour passer un moment social. Et donc ça prouve quand même l'attrait de ce lieu. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas forcément le réinventer. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui et des lieux qui fonctionnent vraiment, des tiers-lieux pour le coup, c'est un bar avec à côté un espace pour pouvoir travailler, un espace pour pouvoir où on va agglomérer d'autres services autour. Bon, je ne sais pas si ça répond à la question, mais ma conviction c'est qu'il ne faut pas essayer de réinventer la poudre tout le temps. Aussi. Et peut-être... juste pour souligner que tu as évoqué plein de choses hyper différentes. Les Fab Labs ou les Maker Labs et tout, c'est pas du tout pareil qu'un endroit où on va travailler pour faire de la non-mobilité avec un Starbucks, quoi. Donc je pense qu'il y a plein d'idéologies derrière qui sont extrêmement différentes. Enfin, moi personnellement, le mouvement des Fab Labs et les Maker Labs, je le trouve très intéressant. Je regrette qu'il soit malheureusement encore assez exclusif, bien qu'il n'y ait pas que des spécialistes. Mais je pense qu'en fait, selon les porteurs qui mettent en place des tiers-lieux, il y a beaucoup d'idéologie en fait, et que je ne sais pas si idéologie est le terme, mais en tout cas, on veut faire quelque chose de particulièrement, et on met en place aussi
une structure qui crée aussi son usage. Donc je pense que si on veut qu'il soit le plus inclusif possible, il y a des réflexions à faire sur comment en fait symboliquement il permet à tout le monde de rentrer là-dedans. Je pense que c'est pour ça aussi que le bar marche bien, c'est parce qu'en fait tout le monde se sent à peu près autorisé à rentrer dans un bar. Pas tous d'ailleurs, mais le PMU en tout cas oui. Et du coup je pense que c'est ça aussi, il y a beaucoup de barrières symboliques qui des fois sont plus excluantes en fait finalement que le prix. Donc je pense qu'il y a un travail de pourquoi en fait on crée ces lieux-là à faire. Pourquoi on les crée et qui les crée, encore une fois, qui est à l'initiative de ça? Je pense que ça change encore la finalité des choses. Je pense à un projet qui a été porté sur la plateforme par une association qui s'appelle Bricologie, qui est donc une association qui est dans les quartiers de zone prioritaire de la ville de Lyon, enfin de Vaux-en-Velin exactement. Et là, effectivement, c'est un projet de tiers-lieu, le Fab Lab, qui s'adresse, qui est implanté en plein milieu des cités et qui s'adresse donc à l'ensemble de ces populations-là et qui a été porté initialement par un groupe de jeunes étudiants architectes en fait. Mais qui, avant de s'installer, aussi sont allés chercher des soutiens au niveau de la collectivité. Et donc il y a un vrai maillage qui s'est créé autour de ce projet-là et qui a permis à ce projet déjà d'avoir de la légitimité et puis de lui donner une finalité qui était de réunir des populations souvent avec des cultures très très différentes, des approches différentes aussi de l'habitat, etc. Et aujourd'hui, c'est un succès, c'est clairement un succès. Voilà. Mais je pense que c'est pas aussi simple et que la question c'est aussi voilà, finalement qui porte et pourquoi et voilà, quelle est la finalité. Et avant de vous laisser conclure, puisqu'on parlait de bar, j'en profite pour faire un clin d'œil à des gens extraordinaires qui ont monté un lieu qui s'appelle le Social Bar à Paris. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais ils partent du constat que, y compris dans les bars, en fait, les gens sont de plus en plus atomisés, ne se parlent pas forcément, et donc ils mettent en place tout un tas d'animations, de jeux, d'outils pour renforcer la convivialité. Et donc ils en font un vrai laboratoire de convivialité. Et on est 110 personnes à être co-patrons de ce bar, donc à avoir tous investi dans le bar. Donc c'est un projet qui est extrêmement intéressant et peut-être que la convivialité est la première pierre de cette fameuse solidarité. Je regarde l'heure qui file, il nous reste 1 minute. Peut-être si chacun d'entre vous rapidement, vous pouviez rappeler le message fort que vous aimeriez que les gens retiennent en partant d'ici, avec peut-être une recommandation d'une lecture ou d'un projet qui vous a marqué ces derniers temps. Voilà, assez rapidement les uns les autres, et ensuite on poursuit, j'allais dire sur un cocktail, je sais pas si c'est un cocktail, mais on poursuit les échanges informels derrière. Alors moi, s'il y a quelque chose à retenir, ce serait de garder en fait la main et de pouvoir choisir en fait son mode d'habitat, ses voisins, comment on envisage la vie après. Et puis par rapport à ces logiques de projet, moi si j'avais quelque chose à partager, alors on m'a demandé justement s'il y avait quelque chose qui m'avait inspiré dernièrement. Alors c'est pas quelque chose que j'ai lu dernièrement, mais qui m'inspire toujours. C'est alors j'ai pas pris le petit livre, mais vous le retrouverez facilement. C'est attendez, je vais juste vous retrouver le nom de la personne qui l'a écrit. C'est Choisir de ralentir, donc chez Actes Sud. Et moi, je l'ai lu alors à tous les niveaux, que ce soit à titre perso, à titre d'entrepreneur, à titre de fondatrice d'Au fil des voisins. C'est se dire que parfois, prendre le temps, et notamment quand on a envie de construire de l'habitat participatif, prendre le temps de discuter et de prendre en compte le point de vue de l'autre, et donc de ralentir et de ne pas aller trop vite, ça peut être une bonne chose. Donc ça paraît contre-productif quand on travaille avec des professionnels, parce qu'on veut toujours aller plus vite. Mais juste de prendre le temps de se poser avec ses voisins autour d'un apéro, mais bon, c'est un petit peu monomaniaque de l'apéro. Voilà, de prendre le temps de faire les choses, ça peut être plus intéressant. En tout cas, ça donne des projets plus intéressants. Alors, la question qu'on m'avait posée, c'est est-ce qu'il y a un livre récemment qui vous a marqué, un auteur qui vous a marqué, en fait les deux. Et moi, je voulais juste vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce dont on s'est parlé, qui est un livre écrit par Jean-Pierre Gou, qui s'appelle Siècle bleu, qui est en fait un thriller écologique vraiment passionnant, qui est en fait qui s'ancre dans la réalité d'aujourd'hui, qui parle de choses dont on parle dans l'actualité. Oui,
pas de souci. Qu'on parle même encore dans l'actualité sur un voyage sur la Lune notamment, et là Trump a annoncé qu'il allait retourner sur la Lune, donc ça me pose des questions. Mais c'est très positif parce que c'est en fait une révolution écologique. Alors tu parlais de temps, en 28 jours, le paradigme du monde change, mais il y a 2 tomes quand même. Donc, et c'est édition La Mer Salée, qui est un éditeur engagé également. Alors du coup, moi, j'avais pas compris le thème de la conférence, donc j'avais préparé un truc qui était directement en lien avec ma thèse et qui sont en gros les raisons pour lesquelles je me suis intéressée au sujet du numérique et de sa implication sur l'action publique. C'est un essai qui s'appelle « Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes ». Donc le sous-titre, c'est « La cité face aux algorithmes ». Et donc ça oppose en gros la cité politique, celle où on crée des communautés qui choisissent ce qu'ils veulent, et la ville servicielle organisée par les méchants capitalistes. Et je vais pas essayer de dire le nom du mec parce que ça a l'air vraiment trop compliqué. C'est H-A-E-N-T-J-E-N-S, je crois. Voilà, donc voilà, vous comprenez pourquoi je n'essaie pas la prononciation. Voilà. Alors moi, ça va pas être très original, mais j'espère que ça aura le mérite d'être puissant. Moi, j'avais envie de partager le dernier livre de Mohamed Yunus, voilà, qui est quand même un des leaders de ce nouveau monde. Quand on parle de solidarité, d'entraide, donc une économie vers une économie à 3-0, hein, 0 chômage, 0, je sais plus tout en tête. 0 carbone, ouais, et 0 pauvreté. Voilà, c'est ça. Voilà, avec toujours un regard très inspirant, bien sûr, et surtout comment, avec cette question centrale qui est comment finalement on remplace cette logique capitaliste par une logique d'entraide et de générosité. Merci à tous d'être venus. On peut applaudir les intervenants.